Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du Dr Gilbert Doctorow, analyste des affaires internationales et historien. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe avec l'Occident politique, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, qui sont plus ou moins liés depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suppose qu'une grande partie du monde regarde maintenant l'Europe avec une certaine perplexité, parce que l'Europe ne veut pas négocier une guerre qui a effectivement déjà été perdue. L'Europe ne veut pas reconsidérer des sanctions qui ne fonctionnent pas. Ils sont heureux de saisir des fonds souverains. Ils veulent dépenser de l'argent maintenant pour des armes qu'ils ne peuvent pas se permettre. Nous voyons les États-Unis quitter l'Europe, mais il n'y a pas de véritable ouverture vers le reste du monde. En effet, je viens de voir Kaja Kallas, la première ministre de l'Estonie, accuser la Chine d'être le principal soutien de la Russie en Ukraine. Donc encore une fois, il n'est pas clair pour moi ce que l'on cherche à accomplir en réprimandant la Chine, surtout en public. Les médias parlent toujours de bellicisme, de guerre avec la Russie, la plus grande puissance nucléaire du monde. Eh bien, encore une fois, on pourrait continuer, mais comment expliquez-vous cette posture? J'ai essayé de contester ce manque d'idées, mais généralement la réaction instinctive principale est une analogie avec Hitler et une référence à la propagande russe. Alors, comment expliquez-vous ce qui se passe en Europe en ce moment? Parce que nous ne discutons pas vraiment de correction de cap, qui devrait être la question principale, je suppose. Eh bien, à quel point ces développements en Europe sont bizarres, et pour parler simplement, stupides, m'a frappé hier ou avant-hier, lorsque j'ai vu à la télévision russe la délégation en visite de Belgique, dirigée par le Premier ministre et son ministre de la Défense, ministre du Commerce et des Affaires étrangères. Ils avaient dans leur groupe les dirigeants de certains des fabricants d'armes les plus importants de Belgique. Et bien que la Belgique soit très connue pour ses excellents chocolats, elle possède également une assez bonne industrie de l'armement. Elle l'a toujours fait. Il s'agissait principalement d'armes légères, mais néanmoins, les technologies étaient là. Et il y avait M. De Wever serrant chaleureusement la main de Zelensky et de toute son équipe, et ils avaient tous l'air très satisfaits d'eux-mêmes. Et cela m'a rappelé mes propres expériences remontant aux années 1970, lorsque la détente a connu son moment de floraison et son moment de déclin. Je suis entré dans le domaine plus ou moins pendant la période de déclin, lorsque certaines entreprises américaines très conservatrices ont décidé d'aller en Union soviétique pour montrer qu'elles étaient également très compétentes en affaires internationales. Eh bien, elles y sont allées, bien sûr, dans les derniers jours. Ce que je vois maintenant me semble être la stupidité totale de venir à Kiev alors que le régime est à bout de souffle, et tout le monde le sait, et de venir offrir 1 milliard d'euros d'aide militaire cette année et chaque année, au moment même où le Premier ministre est en conflit très difficile avec les syndicats en Belgique et avec le grand public pour les mesures d'austérité imposées au niveau national. Nous avons eu des grèves ferroviaires et nous en aurons beaucoup d'autres parce qu'il vient de relever l'âge de la retraite des conducteurs de tram et de bus de 55 à 67 ans. Maintenant, c'est une sacrée augmentation en 1 an. Et bien sûr, les gens sont indignés. Et bien sûr, ils ont peur des coupes dans la protection sociale, les soins de santé, etc. Et ici, ce type parle de donner 1 milliard d'euros à un régime qui est sur le point de s'effondrer. Où ont-ils la tête? Je me le demande. Mais je ne veux pas suggérer que le problème de l'Europe est un manque de cervelle. Pas du tout. Le problème de l'Europe a été des cerveaux très échauffés. L'idée que l'Europe a emprunté une idéologie et suivi les traces de Washington est absurde. L'Europe ils ont beaucoup de penseurs ici. Il y a beaucoup de gens bien éduqués.
Et savoir s'ils utilisent correctement leur éducation ou non est une question distincte. Mais ce n'est pas par manque de formation et de volonté d'entrer dans le dialogue politique que les Européens ont souffert. Au contraire, ici en Europe, nous avons eu des penseurs des principes néoconservateurs. Ils n'ont pas tous eu besoin de lire Robert Kagan. Ils n'ont pas tous eu besoin de lire Fukuyama. Nous avions les nôtres ici en Europe. Vous vivez très près de la maison de l'un des plus grands penseurs et acteurs d'Europe, Carl Bildt. Carl Bildt n'a jamais manqué de mots pour diffuser les théories du mouvement néoconservateur. Il y a donc eu un néoconservatisme indigène en Europe d'une ampleur considérable. Il y a également eu la cooptation de nombreux dirigeants européens, remontant à l'époque où ils étaient encore relativement jeunes et en formation par des agences américaines. Ces programmes de futurs leaders dans lesquels ils ont été intégrés, que ce soit le parfait imbécile Fairbanks ou les colliers de kayak. Eh bien, vous pouvez passer en revue toute une liste de Léo ou Macron, toute une liste de personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, à divers stades précoces de leur carrière, ont été cooptés par des organisations de propagande américaines. Et ainsi, ils ont été imprégnés. Ils ont mangé leur hot dog sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ils ont vu la gloire de faire partie des dirigeants de la race humaine. Et ces personnes ont été très profondément enracinées dans l'idéologie unipolaire américaine. Et c'est choquant pour eux, consternant pour eux, et inacceptable pour eux qu'un certain Donald Trump, connu pour être un penseur plutôt superficiel, perturbe le jeu, renverse l'échiquier et remette en question tout ce en quoi ils avaient cru depuis qu'ils portaient des culottes courtes. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pourquoi ils s'accrochent et c'est pourquoi ils refusent de suivre ce que leurs yeux leur disent. Que les États-Unis, en réponse à « Eh bien, pour faire court, les États-Unis sont prêts à abandonner leur soutien à l'Europe. Donc si l'Europe entre en jeu et s'oppose à la politique américaine de conclure un traité de paix, eh bien, l'idéologie à laquelle vous faites référence est mieux décrite comme l'hégémonie libérale. L'idée que les grandes rivalités de pouvoir du passé peuvent être surmontées si l'Occident maintient son hégémonie collective. Cela nous permettrait d'élever le rôle des valeurs démocratiques libérales. Toute la classe politique au cours des dernières décennies a été en grande partie formée sur cette idée. Nous avons mentionné Fukuyama, qui a suggéré que nous pouvons transcender l'histoire maintenant, et que tant que l'Occident domine et a son hégémonie, c'est une victoire pour le libéralisme, et encore une fois, la paix perpétuelle, pour approfondir Kant. Si vous voulez vous éloigner de cela, vous devez argumenter que peut-être nous avons fait quelque chose de mal au cours des 30 dernières années. Au lieu d'atténuer la compétition sécuritaire avec les grandes puissances, nous avons cherché à transcender l'histoire en ayant simplement une hégémonie libérale perpétuelle. Est-ce le principal problème ou voyez-vous les idéologies différemment? l'idéologie est très profonde, elle est très enracinée, et elle commence par des choses de petites notions simples qui semblent évidentes, mais qui ne reposent absolument sur rien. La notion que les pays démocratiques sont pacifiques parce qu'ils sont fortement soutenus par leur population, et donc ils n'ont pas besoin de résoudre leurs problèmes politiques en menant des guerres à l'étranger, alors que les pays autocratiques, autoritaires, sont nécessairement belliqueux. Et puisque l'Europe est un projet de paix, nous devons être contre ces pays. Ils sont belliqueux parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ne bénéficient pas du soutien de leur population. Et donc, ils ont tendance à chercher des guerres étrangères pour maintenir leur emprise sur leur population. C'est une notion très simple, complètement fausse bien sûr, mais essayez de trouver des gens dans les classes politiques européennes
qui seraient en désaccord avec cela. C'est toute l'histoire des valeurs européennes qui est l'ensemble des institutions situées à 3 kilomètres de moi, les institutions européennes. Elles sont toutes infectées par ces idées. Et secouer leur tête et les ramener au bon sens est une tâche immense, immense. Nous continuons souvent à considérer l'Europe comme une entité cohésive et unie, mais nous avons en quelque sorte tout misé sur cette alliance avec les États-Unis. Nous avons même accepté dans les années 90 de rediviser le continent en élargissant l'OTAN, même si nous savions depuis les années 90 que cela provoquerait probablement des conflits avec les Russes, et beaucoup s'y sont opposés et ont mis en garde. Néanmoins, le pacificateur américain en Europe était considéré comme un élément central de l'hégémonie collective ou de l'hégémonie libérale. Mais que se passe-t-il maintenant que les Américains vont probablement se retirer, du moins dans une certaine mesure, alors qu'ils réorientent leurs priorités dans le monde? Voyez-vous déjà des fissures dans l'unité européenne ou quelle direction prédisez-vous? Les fissures sont là, mais elles ne sont pas assez profondes pour nous apporter beaucoup de satisfaction. Il y a deux pays qui se distinguent où les dirigeants ont été remarquablement audacieux, de la même manière que Trump l'a été, pour s'opposer à l'opposition unanime de tout le monde autour. Je parle bien sûr de la Hongrie et de la Slovaquie. Les autres chuchotent entre eux. Nous savons qu'il y a certaines approches non rapportées envers Poutine qu'un dirigeant ou un autre a faites. Mais d'après mon expérience en politique, les gens qui vous disent que, oh, eh bien, quand ils parlent entre eux de manière officieuse, ils comprennent. Les dirigeants européens comprennent que l'Ukraine a perdu la guerre, et ainsi de suite. Mais en politique, ce que les gens disent entre eux à huis clos est sans importance. La seule chose qui compte, c'est ce qu'ils disent lorsqu'on leur donne un micro dans l'espace public. Et dans l'espace public, ils sont tous nominalement unis. Combien de temps cela durera-t-il lorsque le moment de vérité viendra et que Donald Trump dira « Êtes-vous avec moi ou contre moi pour répondre aux exigences russes pour entrer dans un cessez-le-feu » Ce sera le moment de vérité, qui se terminera probablement par les États-Unis coupant les ponts avec l'Ukraine. Et cela va s'effondrer. Là, l'Europe devra se démener, et les dirigeants européens devront se démener pour trouver une explication qui ne les entraîne pas avec l'Ukraine en flammes. Ce moment de vérité pourrait arriver plus tôt que prévu. En effet, Trump a toujours insisté sur le fait que soit le conflit doit être résolu rapidement, soit il risque de ne pas être résolu du tout. Pourquoi le voyez-vous si pressé de mettre fin à cette guerre maintenant, soit en négociant maintenant, soit en s'en éloignant? Quelle est la pression temporelle ici? Eh bien, nous avons eu un bon rappel de pourquoi il agit rapidement la semaine dernière, lorsque nous avons vu une très grande opposition, une opposition généralisée à ces nouveaux tarifs introduits de manière chaotique, et sa tentative d'extraire les États-Unis de son déséquilibre commercial annuel insoutenable, ou des déficits commerciaux qui ne peuvent plus être financés. Il y a eu des manifestations généralisées. La télévision russe a diffusé à l'écran certaines de ces manifestations, qu'ils ont dit s'être étendues à 1400 villes et villages à travers les États-Unis. J'aimerais m'arrêter un moment et dire quelque chose que je ne pense pas avoir vu ailleurs, mais qui était à la télévision russe. Ils avaient leurs intervieweurs, leurs journalistes dans la foule. C'était probablement à Washington. Et ils ont interviewé quelques jeunes, des gars dans la vingtaine, Why Store Stacey Point sur la gravité des tarifs. Et ils avaient des brochures, des dépliants à distribuer. Les journalistes russes sont allés les voir et ont demandé « Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous opposez à cela ?»
Eh bien, c'était un bafouillage. Le gars ne pouvait pas dire un mot. Il ne comprenait pas de quoi il s'agissait avec les tarifs. On lui avait remis cette pancarte très bien faite et on lui avait donné les dépliants imprimés dénonçant Trump. Et la conclusion des journalistes était « c'était une opération de révolution de couleur. C'était comme Maïdan. Ces gars ont été payés pour faire la fête dans la rue contre Trump. Et pour eux, c'est une grande fête. Et ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. » Eh bien, l'USAID n'a évidemment pas financé cela. La question est qui l'a fait? Les Russes ne l'ont pas posée. Je vais la poser et je vais donner la réponse. Certainement, des personnes comme George Soros, ces empreintes doivent être partout dans ce type d'opération. Donc quelqu'un paye pour cela, et ce sont des manifestations payées. Ce n'était pas juste des enthousiastes du Parti démocrate qui sortaient dans les rues. Non, non. Donc cela devra être investigué. Mais le point principal que je voulais souligner est que les Russes ont vu une faiblesse surprenante dans la situation intérieure de Trump. Et ils avaient raison. Comme nous le savons, car il a changé de cap hier, il a reporté de 90 jours la mise en œuvre des tarifs vraiment sérieux qui sont censés être dirigés contre les contrevenants, les grands contrevenants, sauf pour la Chine, qui est ciblée pour continuer à subir des tarifs très lourds qui équivalent à un blocus. Eh bien, les Russes sont préoccupés par M. Trump et sa position sur le plan intérieur parce qu'ils comprennent qu'il est leur meilleur espoir de détente depuis Richard Nixon. Ils ne veulent pas voir ses politiques anéanties. Ils ne veulent pas le voir perdre sa position actuelle. Mais même avant que cette crise n'éclate, tout le monde regardait les dates. Le 20 avril est la date à laquelle il veut avoir une solution finale aux différends avec l'Iran concernant son programme nucléaire et ses capacités militaires générales. Le 20 avril était la date finale qu'il a fixée pour la conclusion d'un cessez-le-feu, au moins entre la Russie et l'Ukraine. Et pourquoi ces dates? Eh bien, c'est les 100 jours. C'est la période au début d'une nouvelle administration où il bénéficie d'un laissez-passer lorsque l'opposition, et c'était particulièrement vrai dans ce cas, était encore en train de panser ses plaies et désorganisée, et il voulait faire passer autant de sa politique intérieure et étrangère qu'il pouvait, tant qu'il avait un contrôle absolu sur Capitol Hill. C'est donc de cela qu'il s'agissait. La question est, bien sûr, quelle est la pertinence de ses besoins personnels pour résoudre la guerre en Ukraine? Et c'est vraiment une perspective américaine. Le monde entier dansera au son de la flûte que Donald Trump joue. La conclusion de la guerre est une question très complexe et ne peut pas être résolue simplement parce que Donald Trump dit « Hey, c'est ma date limite ». Eh bien, lorsque l'échéance est atteinte et qu'il n'y a toujours pas de paix, que se passe-t-il ensuite? Parce qu'il y a différents chemins possibles. Il peut intensifier la pression sur les Russes, avec plus d'armes, ce qui revient à s'impliquer davantage dans la guerre en Ukraine. Il peut exercer des pressions sur les Européens de différentes manières. Il peut, encore une fois, contester la légitimité de Zelensky aux yeux des Russes et couper les approvisionnements en armes, en renseignements et en logistique pour faire pression sur les Ukrainiens. Ou il peut simplement s'en laver les mains et s'en aller. Quel est, selon vous, le chemin le plus probable pour Trump? Simplement abandonner cela. Eh bien, beaucoup dépendra de l'ampleur des dommages politiques qu'il s'est infligés avec toute cette affaire de tarifs. S'il a résolu le problème pour les 90 jours à venir en accordant cette pause afin que les 70 pays puissent venir, et comme il l'a dit dans une déclaration remarquablement stupide hier aux Républicains, venir et embrasser mon cul. Parce que je vous le dis, ces pays nous appellent embrassant mon cul. Ils meurent d'envie de conclure un accord. S'il vous plaît, monsieur, concluez un accord.
je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi, monsieur. Si cela se passe comme il l'espère et qu'il conclut des accords séparés, alors il restera fort politiquement sur le plan intérieur et il pourra poursuivre ce qui est essentiellement une politique impopulaire de réconciliation avec la Russie. Impopulaire aux États-Unis, je veux dire. Donc, les Russes observent cela très attentivement parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'une importance décisive pour eux. Ont-ils un partenaire de dialogue qui peut mener à bien ces propositions de détente, ou n'ont-ils pas un tel partenaire? Eh bien, évidemment, les Européens tentent de saboter son accord de paix, ce qui est une raison de mépris. Mais il semble y avoir un mépris plus large pour l'Europe. Et en effet, cela a été montré dans les différents messages qui ont été publiés. Par exemple, les messages signalent mais très ouvertement la façon dont J.D. Vance s'est exprimé. Mais je ne pense pas que ce soit seulement avec l'administration Trump. Vous pouvez remonter à 2014 avec les commentaires de Victoria Nuland sur l'UEPM. C'est quelque chose que, lorsque vous parlez à des dirigeants ou diplomates américains, ils confirment qu'il y a un certain mépris pour l'Europe, mais aussi que cela a augmenté. Comment expliquez-vous cela, étant donné que c'était le principal partenariat des États-Unis pendant des décennies? D'où vient ce mépris? Eh bien, les Européens occupant des postes de direction aujourd'hui sont méprisables. Objectivement parlant, c'est le groupe de dirigeants des grands pays européens le plus faible que nous ayons vu depuis le début de l'Union européenne. Ils étaient des intellectuels de haut niveau, des personnes bien éduquées, qui, pour une raison ou une autre, occupaient des positions de pouvoir. C'étaient des personnes d'une qualité personnelle et d'un courage extraordinaire qui dirigeaient les grands États européens, pas des États européens mineurs comme la Slovaquie et la Hongrie. Ils ont disparu. Les dirigeants des principaux pays européens sont un par un, faibles et inexpérimentés. Ils sont coupés du monde en général et n'ont jamais été profondément engagés. Ou bien ce sont des personnes très éduquées mais extrêmement superficielles comme Macron. Macron était l'équivalent français de Sunak. Même parcours et même superficialité totale. Ils ont été médiatisés. Ils ont été vendus au public par des partis en coulisses, dont la CIA n'est pas la moindre. Et nous avons eu, eh bien, il y a toute une série de dirigeants en France qui ont été installés essentiellement par la CIA, en écartant et en détruisant les carrières politiques des candidats politiques intelligents, efficaces et normaux qui auraient autrement dû gagner. La France est le cas le plus flagrant, le cas le plus évident, mais d'autres pays également. Merz ne jouit pas de popularité alors qu'il est sur le point d'assumer la chancellerie. Et comment et pourquoi le ferait-il? L'homme est aussi froid que possible. Son programme est basé sur la guerre, et de nombreux Allemands pourraient vouloir revisiter la Seconde Guerre mondiale à cause du revanchisme sans fin qui n'a jamais été éradiqué du pays. Mais néanmoins, la majorité des Allemands ne veulent pas revisiter la Seconde Guerre mondiale et affronter les Russes. Donc, l'Allemagne a un problème sérieux. Mais peut-être aurons-nous de la chance et Baerbock sera envoyé à l'ONU. Mais le fait qu'une telle personne ait pu occuper ce poste vous montre pourquoi les Américains, en particulier les Américains sophistiqués, qu'ils parlent avec un accent de campagnard ou non, regarderaient l'Europe avec mépris. Quand vous voyez les dirigeants militaires allemands, la façon dont ils ont parlé lors de l'invasion de Kursk, ils ont célébré, disant que c'est une humiliation de la Russie. Ils n'ont pas vu cela depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est assez extraordinaire. Il est difficile de croire que c'est réel que ce genre de commentaires soit encore fait. Mais sur le sujet de l'immaturité politique,
Que pensez-vous des plans de guerre européens en ce moment? Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point la situation est dangereuse. L'Europe, avec son approvisionnement en armes, et l'Amérique aussi, bien sûr, a contribué à la mort de dizaines de milliers de Russes. Nous avons le chef de la politique étrangère menaçant ouvertement de détruire la Russie, de la diviser en morceaux plus petits. Il parle avec désinvolture de guerre contre la Russie, encore une fois, la plus grande puissance nucléaire du monde. Et tout cela à un moment où les Européens n'ont pas d'armée adéquate et ils n'ont plus le soutien clair des États-Unis. L'Europe pourrait bientôt faire face à une Russie très en colère, qui considère comme une nécessité absolue de restaurer sa dissuasion. Comme nous l'avons appris de l'article du New York Times, cela a été principalement une guerre de l'OTAN contre la Russie depuis l'invasion. Je veux dire, c'est noir sur blanc. Donc encore une fois, il est très difficile de croire que c'est réel, cette rhétorique qui sort. Voyez-vous cela comme un simple bluff, ou voyez-vous des preuves qu'ils perdent effectivement la tête ici? Il semble y avoir une certaine irrationalité collective. Pas entièrement. Je pense que les Russes sont en partie responsables de cette pensée illusoire en Europe occidentale. Ils n'ont pas riposté. Leurs lignes rouges ont été franchies à plusieurs reprises. Ils n'ont pas riposté. Avoir un avocat comme chef d'État a des avantages et des inconvénients. M. Poutine n'a pas saisi les occasions qui s'offraient à lui pour punir directement l'Europe pour avoir franchi ces lignes rouges. Et le résultat a été la pensée répandue en Occident qu'ils n'ont pas répondu parce qu'ils sont faibles. Cela, malheureusement, a alimenté cette pensée illusoire que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Et je ne peux pas dire que les Russes n'ont pas contribué à ce résultat final très malheureux. Les Chinois jouent un jeu différent. Si quelqu'un pense que les Chinois n'utiliseront pas une attaque contre l'Iran pour prendre le contrôle de Taïwan en quelques jours ou semaines, il doit vraiment se faire examiner. Parce que les Chinois ont réagi très rapidement aux tarifs de Trump. Ils se sont montrés militants, ils ont fait référence publiquement au siècle de la honte, à leur colonisation, et qu'ils ne toléreront pas ce type de provocation venant de Donald Trump ou de quiconque. Malheureusement, les Russes ne se sont pas comportés de cette manière. Et donc ils ont encouragé, non seulement dans un ou deux cas, mais au cours des 3 dernières années, une incompréhension sur les raisons pour lesquelles ils étaient raisonnables et ne ripostaient pas. Les Chinois riposteront, quelles que soient les conséquences. Et c'est un jeu différent. Je pense que cela a toujours été le dilemme pour les Russes. S'ils ripostent contre l'OTAN, d'une part, ils pourraient risquer d'escalader et de déclencher la Troisième Guerre mondiale. S'ils ne le font pas, alors, comme vous l'avez dit, ils encourageront l'OTAN. Et en effet, c'est ce que nous voyons aussi dans nos journaux, que tant que la Russie ne défend pas ses lignes rouges, elle est faible, et nous pouvons faire ce que nous voulons. Donc c'est le dilemme habituel, je suppose, en termes de réponse. Mais c'est ce que je voulais dire. Si les États-Unis se retirent un peu, les calculs de la Russie en termes de force de riposte, je suppose que cela changerait. Je voulais aussi vous interroger sur ce cessez-le-feu limité, car je ne suis pas sûr de son objectif exact, s'il s'agissait de renforcer la confiance ou s'ils allaient l'étendre pour avancer vers un accord de paix plus global. Mais il consistait à ne pas frapper les infrastructures énergétiques et à reprendre le corridor céréalier de la mer Noire pour les navires commerciaux. Eh bien, il ne semble pas que cela ait été, je suppose, un grand succès. Je pense que ce serait un euphémisme. Mais qu'est-ce qui a mal tourné avec cela? Et quelles sont les répercussions de cet échec de cessez-le-feu limité?
Cela a échoué parce que les Européens s'en sont emparés comme un autre moyen de continuer la guerre. Jusqu'à ce que Trump propose son plan de cessez-le-feu et que les premières réunions à ce sujet aient lieu, les Européens disaient non, pas de cessez-le-feu. Les Russes doivent se retirer leurs troupes de toute l'Ukraine, et ainsi de suite, et doivent payer des réparations et blablabla. Et puis soudain, ils ont vu, les Russes ne sont pas pressés de conclure le cessez-le-feu, et nous pouvons utiliser cela. Ainsi, les Européens se sont tous emparés de cette proposition de cessez-le-feu qui était en discussion préliminaire entre les Russes, les États-Unis et les Ukrainiens, comme un moyen de continuer la guerre. Parce que vous voyez, les Russes ne veulent pas la paix. Alors cela a pris une vie propre. Du point de vue russe, l'accord de cessez-le-feu était une irrélevance. Ce n'était qu'un appendice à un accord entre les États-Unis et la Russie sur ce que serait le dénouement. Comment la guerre se terminerait-elle? Qui obtiendrait quoi? Cela a apparemment été discuté. Je n'ai aucun doute qu'il y a un accord de grande envergure entre les États-Unis et la Russie sur ce à quoi ressemble le dénouement. Mais évidemment, personne n'a signé sur la ligne pointillée. Par conséquent, les Russes ne peuvent pas le considérer comme acquis. Et cela n'a pas été dicté par Washington à Kiev sur une base à prendre ou à laisser. Pourtant, cela pourrait se produire à mesure que nous approchons de la date du 20 avril. Mais du point de vue russe, le cessez-le-feu en lui-même n'avait aucune valeur. La construction de la confiance, oui, mais d'autres choses devaient se produire dans le même laps de temps. Et celles-ci ont été identifiées lors de la première réunion que Witcroft a eue avec les Russes en Arabie Saoudite. Il s'agissait de la réouverture des canaux diplomatiques, de la restauration des droits et des capacités d'intérêt des ambassades respectives et de la restauration des consulats dans les deux pays. Cela devait se faire dans le même laps de temps. Peu de progrès ont été réalisés d'ailleurs sur ce dernier point. Les Américains ont parlé des installations techniques pour le bon fonctionnement de l'ambassade, mais ils n'ont pas abordé un sujet que les Russes considèrent à juste titre comme très important, la restitution de leurs droits de propriété. L'ambassade russe à San Francisco a été simplement confisquée. Elle a été scellée. Des agents des services de renseignement américains l'ont inspectée et l'ont entièrement scellée. Les dachas russes de repos et de loisirs à Long Island et quelque part autour de Washington ont été saisis, et les Russes disent « rendez-les, il s'agit de biens diplomatiques, ils devraient être entre leurs mains ». Ces questions sont donc toujours en discussion et sont assez importantes. Eh bien, ma dernière question est simplement, que voyez-vous se passer sur le champ de bataille? Parce que si la diplomatie n'avance pas, on peut supposer que la Russie s'appuierait alors davantage sur l'option militaire pour résoudre la guerre. Voyez-vous des grandes tendances qui méritent d'être notées? Eh bien, il n'est toujours pas clair quand ou si les Russes lanceront une offensive majeure pour anéantir l'armée ukrainienne dans le Donbass. Cela n'est pas clair. Il y a des discussions à ce sujet. Je crois que la nomination d'un certain général Popov à la tête des opérations de tempête indique qu'une attaque majeure est envisagée, sinon planifiée. Mais sinon, les Russes sont très occupés à libérer les 30 à 40 derniers kilomètres carrés de Koursk. Ils ont 2 localités phares dans Koursk qui sont partiellement tenues par les Ukrainiens et ils sont encore en train de les déloger. Celles-ci sont fortement fortifiées. Et puis en même temps, pour détourner l'attention de cela, les Ukrainiens organisent une autre incursion frontalière dans l'oblast voisin. Donc cela progresse lentement, mais pas à une vitesse folle. Et bien sûr, jour après jour,
Les Russes avancent sur la ligne de front du Donbass, progressant, mais pas avec une vitesse ou des résultats écrasants. Avdiivka n'a toujours pas été prise. C'est le plus grand centre logistique unique approvisionnant les lignes de front de l'Ukraine dans le Donbass. Et il est toujours contesté par les Russes, mais essentiellement tenu par les Ukrainiens. Donc cela avance, mais pas à une vitesse fulgurante. Eh bien, j'ai vu des rapports sur d'énormes mouvements d'équipements et de troupes russes. Encore une fois, dans le brouillard de la guerre, il est difficile de savoir à quel point certaines informations sont précises, mais cela semble être le cas. Alors que nous approchons, je suppose, d'une échéance, ou que nous perdons patience avec cela, je crains que tout ne se déchaîne en termes d'intensification d'une option militaire. Quoi qu'il en soit, Dr. Gilbert Doctorow, merci encore beaucoup pour votre temps. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Stay in prayer.